Voilà. Donc bonjour à tous. Donc je représente ici la filière Brain Team. Je ne sais pas comment ça. Oui, c'est comme ça. Voilà. Donc la filière Brain Team, elle comprend en fait une dizaine, donc 10 centres de référence, plus évidemment les centres de compétences. Et dans ces 10 centres de référence, il y en a 5 qui sont concernés par la génétique de façon importante. Donc je vous ai listé les choses ici, les ataxies, des pathologies extrêmement hétérogènes génétiquement, les leucodystrophies, les maladies rares des vaisseaux de l'œil et du cerveau, et ainsi de suite. Donc vous voyez que c'est des pathologies très différentes et en plus très hétérogènes dans chaque groupe. Alors on n'a rien de très particulier par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure. Comment ça se passe actuellement? Eh bien, lorsqu'il y a un bilan clinique très approfondi qui est fait pour un malade qui est suspect d'avoir une forme génétique, et bien sûr une reconstitution de l'histoire familiale, il y a 3 situations. La première situation, c'est le phénotype est très évocateur d'une mutation dans un gène donné, puisqu'il en reste encore, si je prends par exemple le Huntington, et donc il y a une analyse du gène ciblé. La situation la plus fréquente, c'est le phénotype est typique, mais d'un groupe de maladies, et dans ce groupe de maladies, il y a beaucoup de gènes à tester, et dans ce cas-là, c'est les panels NGS. Le pourcentage de positifs va varier selon les groupes de pathologies. Ça varie, en fait, j'ai écrit 7 à 35, mais c'est plutôt 7 à 45, c'est quelques pathologies pour lesquelles on arrive jusqu'à 45%. Et puis, quand c'est négatif, évidemment, se pose la question, en fait, de la réalisation d'un génome dans lequel, bien évidemment, dans une première intention, au départ, ce sera l'exome qui sera analysé à partir de ces données de génome. Et puis il y a une situation un peu beaucoup plus rare, je dirais, où on se pose la question d'emblée d'éventuellement réaliser une analyse d'exome avec l'outil génome, qui est un phénotype atypique, mais avec soit une forte composante familiale, soit un signe associé particulier qui fait que vous avez repéré plusieurs patients ayant ce même phénotype très particulier pour lequel il n'y a pas de gène identifié, parce qu'il faut ensuite, bien évidemment, pouvoir interpréter les données. Voilà, donc bien sûr, après, en espérant donc qu'on ait identifié le gène. Alors moi, j'ai préféré, en fait, en accord avec tous les membres de Brain Team, en fait, ne pas donner des consignes, mais vraiment pointer et mettre en avant les problématiques et les points importants qu'il faut prendre en compte. Bon, d'abord, je crois que ça a été présenté par plusieurs autres orateurs. Donc déjà, il y a des groupes de pathologies pour lesquels il y a un laboratoire, par exemple, unique, qui est référent national, alors que dans d'autres pathologies, j'imagine par exemple pour la déficience intellectuelle, il va y avoir, heureusement, vu le nombre de malades, plusieurs laboratoires. Là, il y a des pathologies, des groupes de pathologies pour lesquels il y a un seul laboratoire. En même temps, on imagine mal, vous voyez, de faire remonter tous les malades dans toutes les situations sur un seul circuit qui serait national. Ça nous paraît pas possible, en tout cas pour un certain nombre de ces groupes de pathologies. Il nous a semblé aussi très important, mais d'autres l'ont dit, je fais que le répéter, qu'il est très important de prendre en compte les compétences respectives des spécialistes d'organes, des généticiens, qu'ils soient molécularistes ou qu'ils soient cliniciens. Il y a des endroits où le généticien clinicien n'est pas du tout impliqué dans la pathologie, le groupe de pathologie en question, et c'est le spécialiste d'organes qui va être au premier plan. À l'inverse, on peut avoir des généticiens cliniciens très spécialisés. Donc en fait, tout ça est vraiment à prendre en compte. Et donc il nous semble que, en tout cas pour notre filière, il faut une articulation qui soit à la fois régionale, autour des CRMR régionaux, et puis une articulation nationale pour certains groupes de pathologies. On pourra en discuter après. Et ces laboratoires de référence, souvent, d'ailleurs, comprennent des généticiens molécularistes qui, quelque part, ont une formation de la discipline, en fait, de la spécialité d'organes. Voilà. Et surtout, ce sur quoi on veut vraiment insister, c'est la souplesse. Je pense que, et c'est la prochaine diapo, il faut vraiment ne pas se mettre dans un carcan unique d'organisation de RCP.
parce que je pense que sinon on ne rendra pas service aux malades, parce qu'il y a des situations un peu différentes partout et dans les groupes de pathologie. Donc le grand mot qu'on a pour nous, c'est souplesse, une demande de wall exome, en fait, attention, dossier clinique au premier plan, c'est crucial, et puis spécialiste d'organes, généticien clinicien, généticien moléculaire, et les autres parfois. On l'a vu tout à l'heure, il y avait l'ANAPAC, de temps en temps on a ça dans nos dossiers aussi à nous. Et ça, c'est pour la RCP de prescription. La RCP de retour, ben, c'est les mêmes, sauf que là, il faut absolument le généticien référent, bien sûr, bien évidemment. C'est difficile de tout planifier. Il y a des RCP déjà dans plusieurs de nos CRMR qui existent, mais pas encore au stade, j'allais dire, qu'il faudrait pour ce qui va se passer pour le whole genome. Alors, j'ai mis là les points pratiques. Alors, il y a à peu près, en gros, un peu plus de 10 000 malades. J'ai calculé, mais tout le monde n'a pas répondu, donc disons que c'est une estimation minimum. Il y a à peu près 10 000 malades au moins qui sont vus tous les ans dans les labos de génétique moléculaire pour ces filières-là. Et sur ces 10 000, on pense au jour d'aujourd'hui, sans écluser le retard des patients pour lesquels il n'y a pas de gènes identifiés, mais qui ont été vus il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, etc. Sans parler de ça, on est à peu près à 1500 par an. On voudrait vraiment insister sur plusieurs points. Pas de procédure unique. Comme d'autres l'ont mentionné, attention, on a peut-être une petite particularité, mais certainement d'autres l'ont. Parfois, refaire un prélèvement de novo et réobtenir un consentement, pour certaines de nos maladies, les malades sont morts entre-temps. Donc ces maladies sévères, ça soulève une question. L'interprétation des résultats, comment on va faire? Est-ce que pour interpréter les résultats, il va falloir être labo de biologie moléculaire de référent? Donc à l'AP, on est très mal positionné, parce que la majorité des labos AP ne seront pas COFRAC à la date de mise en place. Donc c'est un petit peu compliqué. Et comment on fait pour les cotations, en fait, à la fois des RCP, des actes, etc. Donc rien de... Voilà.